Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, avec du ciné ce soir, un film qui sortira dans quelques semaines sur les écrans gardois et roletais. Ça s'appelle Les Gamins. On va en parler justement avec nos invités. Ça sort le 17 avril, mais c'est l'occasion de parler de cette comédie plutôt sympathique. Nos invités ce soir, Anthony Marciano, le réalisateur, et nous avons Max Boublil également au casting. Salut les amis. Ça va? Ça va plutôt bien. Et vous? Bonsoir TV Sud, ça va? TV Sud. La télé du Sud. Voilà, les chansons. Il manque plus que la guitare, on l'aura tout à l'heure. Exactement. Bon, ça va bien, cette tournée d'avant-première, avant le jour J, le 17 avril, pour la sortie des Gamins. Ouais, bah ça met la pression parce que c'est le public qui décide si un film doit marcher ou pas. Donc nous, on est très stressés, très anxieux, mais on est content du film et de le montrer. On est content du film, c'est quand même déjà quelque chose. TV Sud, la télé du Sud. Le soleil, la plage, c'est le Sud. Et votre premier télé, film, c'est le télé du Sud. Et notre premier film. Ouais. Pour vous, c'est le premier grand rôle. Premier grand rôle, exactement. Ouais. Exactement. Et premier film pour Anthony, même si tu avais réalisé quand même 2-3 films de vacances. Et 2-3 films érotiques. Mais on n'a pas toujours avec sa compagne. Du Sud, une compagne du Sud. Alors ce qui est sympa, c'est que vous avez travaillé ensemble. Max, vous avez coécrit, scénario, dialogue. Ouais. C'est ça? Tout à fait. Moi j'ai coécrit avec Anthony et depuis 3 ans on bosse dessus et 3 ans et demi et voilà, aujourd'hui c'est un petit peu la fin, l'accouchement d'un bébé de 3 ans et demi. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué de bosser ensemble parce que vous êtes potes dans la vraie vie et tout s'est bien passé sur le tournage. Tout s'est bien passé sur le tournage, on bosse ensemble depuis longtemps puisqu'on a déjà écrit son spectacle, ses chansons ensemble, on a fait ses clips. Donc on vit ensemble, on part en vacances ensemble, on travaille ensemble et puis c'est beaucoup plus pratique pour écrire finalement parce que on se dit tout, on se dit quand on aime l'idée de l'autre ou pas et ça avance plus vite. Puis Alain Chabat a apporté un gros plus au film, il est au casting évidemment avec Sandrine Kiberlin aussi. Bien sûr. Ouais, on écrivait pour Alain et Chabat, on voulait absolument que ce soit lui qui fasse le rôle. Et si c'était pas lui, on faisait pas le film. Et comme on a fait le film, apparemment c'est lui qui est dans le film. Non mais c'était vraiment un rêve d'avoir Alain Chabat. On est tous les deux très fans de ce qu'il faisait, de ce qu'il fait. Et puis on a écrit voilà sur mesure en priant pour qu'il accepte et puis il a tout de suite dit oui et ça a été un bonheur de travailler avec un mec aussi généreux, aussi humble et qui va aussi vite dans les idées. Alors Les Gamins, la comédie sortira le 17 avril. On va regarder la bande-annonce, mais c'est l'histoire en fait, en 2 mots pour résumer, de Max qui est casé avec la belle Lola justement qui joue super bien. Bernier, c'est Mélanie Bernier. Mélanie Bernier, elle est super belle. Et vous annoncez aux beaux-parents, c'est l'étape suivante, que vous allez vous marier. Sandrine Kiberlin, la maman, est super contente. Le papa, Alain Chabat, lui, il est blasé, il est déçu. Voilà, il rencontre son beau-père qui lui est en pleine crise de la cinquantaine et qui va essayer de le convaincre de pas se marier avec sa fille, de pas faire la même erreur que lui, de pas s'enfermer dans le couple, de croire en ses rêves, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Tout ça parce que lui-même a envie de les vivre. Jusqu'au bout de ses rêves. On regarde la bande-annonce justement. La bande-annonce des Gamins. Les Gamins. Vous auriez pas du feu par hasard? Le fameux coup du briquet, je connais, classique. Parce que t'es pas du tout mon style, pardon, hein, mais j'aime les grandes blondes avec des gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Bonsoir ma chérie. Bonjour maman. Vous êtes Thomas? Là c'est son père, il n'a pas lâché son écran depuis 3 mois. Thomas et moi on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente. Je vais vous aider. Moi je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. On dirait qu'il est en pleine dépression. J'en ai marre de cette maison, de l'autre qui me les casse là. Les baguettes, elle mange tout avec des baguettes. C'est plus pratique pour manger. Non, c'est 2 putains de bouts de bois. On n'est pas en Chine. Putain de canapé de merde là. Putain sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Un message qui dit viens voir des chiffres et des lettres, viens voir d'Eric. Si tu veux avoir une vie digne de ce nom, ne te marie pas. Ma fille, ma femme, c'est tout des casse-couilles. Dans 1 semaine, ça va être nouveau chez nous. On a la cour, on a pas de chez nous. Je vais te parler d'un truc. Ce serait peut-être l'occasion de s'acheter un chino. Qu'est-ce que tu fais là? Et je me barre.
Sur les marrons. C'est pas ça la vie. On était un malade. Ouais, on se fait une sortie ce soir. Retour à l'adolescence, quoi. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. M'amuser un peu et profiter. T'as plat, ma chérie. D'ailleurs, j'ai commencé à me trouver des petits plans cul. Ok, maman. Moi, j'en ai ma plaque. J'en peux plus d'avoir affaire à des gamins. Eh, les gars. C'est pas du shit. Mais putain, Gilbert, ils ont 8 ans. Les gamins, la sortie sur les écrans le 17 avril. Alors Max Boublil et puis Anthony, d'où est venue l'idée, comment est né ce projet, ce film sympa, original, comédie délirante, Les gamins? L'idée a été inspirée d'une histoire qu'on nous a racontée, une histoire vraie, et puis on est parti de là pour imaginer une histoire qui à nous touchait, qui était celle d'un trentenaire en pleine crise de la trentaine qui rencontre un mec en pleine crise de la cinquantaine. En fait, on s'est demandé si nos problèmes à nous, enfin nos questions à nous sur le couple, sur l'enfermement dans le couple étaient les mêmes à 50 ans, et on s'imaginait que oui, sûrement que ça voulait dire ça, la crise de la cinquantaine, on avait l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais c'est un vrai sujet de société. Le film, c'était de traiter de la crise de la cinquantaine et de la crise de la trentaine, et finalement les deux crises sont des crises d'ados. On s'est dit 30 ans, 50 ans, les deux ils ont 12 ans d'âge mental, quoi. Alors bonne ambiance de tournage, j'imagine. Et puis qu'est-ce qu'a apporté à Anthony, justement Max Boublil, son côté stand-up, c'était un gros plus pour le film, j'imagine. Ce qu'a apporté Max, c'est son pouvoir d'improvisation, et notamment face à quelqu'un comme Alain Chabat ou même Sandrine Kiberlin, qui, on s'est rendu compte, était la femme la plus drôle de France. Et ça, il faut que les gens aillent le découvrir dans le film. Et quand on les met ensemble face à face, ça fuse, et puis finalement donc ça fuse, et puis finalement on garde souvent les idées qui sont improvisées sur le tournage, et puis on se dit tiens, ça on va le mettre dedans. Et puis c'est une sacrée complicité avec Alain Chabat, avant, pendant le tournage aussi, de tourner quand même avec un monstre du ciné aussi. Bah oui, on était très complices. Moi j'appréhendais un petit peu parce que voilà, je l'adorais et j'étais fan de lui. Je me suis dit peut-être qu'il va pas me trouver si drôle que ça, peut-être que je vais le décevoir. Il m'a dit qu'il te trouvait vraiment pas drôle après le tournage, il me l'a dit. Oui, mais quand même, en tous les cas, il a bien fait semblant pendant le tournage, et comme c'est contractuel, on était obligé de bien s'entendre. Non, on s'est vraiment entendu. On avait tous les deux un humour au ras des pâquerettes, et voilà, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un de son statut qui arrive à être aussi simple et aussi con qu'un mec comme moi. Et surtout votre rôle aussi, parce que vous chantez, c'est un petit peu ce que vous faites sur scène avec votre stand-up, grâce à vous, votre patte, votre écriture, et puis votre talent aussi de comédien, de comique, surtout au ciné. Bah oui, c'est vrai. C'est quelqu'un de formidable. Vous avez quelques dates également, parce que vous avez une autre actu. Bien sûr, je vais venir en spectacle dans le coin, un peu à Aix, à Béziers, voilà. Aix-en-Provence, à Marseille. À Marseille, ouais. Tu vas prendre, vous vous êtes fait connaître avec ce titre en 2007. Oui, c'est Tu vas prendre qui m'a fait connaître en 2007. 100 millions de vues ou avec d'autres 100 millions chansons. sur les autres chansons, ouais. Ah, mais quand même, c'est pas mal. Alors il y a des chansons justement aussi. Oui, dans ce film il y a des chansons. C'est un chanteur un petit peu raté, un chanteur qui aimerait faire vraiment carrière, que j'interprète, et il est très naïf. Il fait une chanson qui s'appelle Je t'aime. J-E-T-A-I-M-E, tu m'aimes, T-U-M-A-I-M-E-S. Voilà, c'est ses textes. Je t'aime, J-E-T-A-I-M-E, oh, tu m'aimes, T-U-M-A-I-M-E-S. Je t'aime, J-E-T-A-I-M-E, oh, tu m'aimes, T-U-M-A-I-M-E-S. Attends. Je te cherche partout, P-A-R-T-O-U-T, partout dans cette vie, V-I-E. Je te cherche, mais où? O-U. Es-tu aujourd'hui? A-U-J-O-U-R-D apostrophe H-U-I. Je t'aime.
Voilà, c'est tout pourri. Ce titre, Je t'aime, alors faut aller voir le film, hein, parce qu'il faut comprendre effectivement, parce que c'est l'un des titres qu'on le retrouve dans ce film Les Gamins, alors que vous êtes fait connaître encore une fois que le titre Max Boublil, Tu vas prendre. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation pour cette comédie qui sortira effectivement, Anthony Marciano. Eh bien, ce sera le 17 avril prochain, ça s'appelle Les Gamins et c'est plutôt sympa. On était à Montpellier au Gaumont Multiplex pour effectivement participer, enregistrer ce petit moment. Retour sur le plateau maintenant pour la suite des aléas du direct. Et voilà avec notre Max Boublil. Bonsoir Alfred. Bonsoir. Vous connaissiez le titre Tu vas prendre ? Non, mais je viens de le découvrir. Eh ben voilà. Bienvenue Alfred Conessa, vous êtes auteur sur un livre qui s'appelle Le cacao et les hommes. Vous avez été président d'Agropolis pendant 5 ans, président de Murviel, les Montpellier pendant 19 ans. Vous avez 77 ans, vous êtes retraité, vous êtes également notre invité. On salue également nos amis, les étudiants. On a Clémence qui est là, Mathilde, bonsoir les amis. Bonsoir. De Sciences Po Montpellier pour une belle soirée. Ce sera donc demain samedi à la Secret Place. Et puis les Polytech en forme avec Pascal. Bonsoir. Ça va Pascal ? Très bien. Gros week-end de Pâques pour vous. Ah oui. Grosse fiesta, image, dans un instant on ira vers Assis faire un petit peu de sport. Alors parlez-nous un petit peu de ce livre sur le cacao, parce que vous n'êtes pas forcément spécialiste sur le cacao. Vous faites un livre qui est sorti il y a quelques mois, en octobre dernier. Oui. Sur ce thème, le cacao, le chocolat, et ça tombe bien parce que c'est le week-end de Pâques, c'est d'actualité. Mais vous n'êtes pas un spécialiste sur le cacao. Non. Je le suis devenu, puisque c'est un livre que j'ai mis 4 ans à faire. Comme je vous l'avais dit, j'ai parcouru à peu près 150 000 km pour l'écrire. Et pourquoi ? Parce que je voulais un livre qui sorte des livres qui existent jusqu'ici, c'est-à-dire un livre qui soit un peu transversal, qui ne soit pas un livre d'histoire, un livre d'écologie, enfin, qui soit un peu tout ça. Cacao et des hommes, c'est-à-dire la relation qui existe entre cette plante et les sociétés du Sud, et nous aussi ici. Un peu comme les relations qui existent entre la vigne et les gens de ce pays. On ne comprend rien à ce que nous sommes si on ne sait pas qu'il y a la vigne, et on ne comprend rien de ce qui se passe dans certains pays comme la région de Bahia, par exemple, si on ne sait pas qu'il y a le cacao. Voilà, l'idée de base, c'est ça. Et pour appréhender cette dimension, c'est pas un livre scientifique, hein, je dis tout de suite. Ni un livre de recettes. Ni un livre de recettes, oui. C'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'écologie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce livre, Alfred ? J'attendais la question. Et donc, c'est un peu tout à la fois, parce que pour comprendre les relations entre une plante et une société, eh ben, il faut aborder tous ces thèmes-là. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui ont été marquées. Vraiment, on ne comprend rien à ces sociétés si on ne connaît pas l'histoire. Vous savez ce que disait Faulkner, le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Et c'est vrai que pour le cacao, vous avez tout un tas d'événements. Vous allez dans un pays, vous dites pourquoi ça se passe comme ça, et quand vous creusez un peu, vous apercevez qu'il y a derrière l'histoire. Alors vous parlez de tout, du commerce équitable, de l'esclavage. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait une enquête, c'est un vrai travail de journaliste, hein, 150 000 km, 4 ans pour j'ai pas cette prétention parce que j'en ai pas les qualités, mais j'ai essayé. Et chaque pays, vous traitez un sujet en rapport avec le cacao, voilà. Un problème. L'idée, c'était pas de faire un inventaire de tous les pays qui cultivent du cacao, ce qui aurait été assez ennuyeux, je pense. La FAO le fait très bien d'ailleurs. L'idée, c'était de prendre des dimensions, le cacao a différentes dimensions, cette relation de l'homme avec le cacao a différentes dimensions. Donc dans chaque pays, j'allais rechercher un aspect qui éclairait une de ces dimensions. Par exemple, à Sao Tomé, vous savez que le cacao de Sao Tomé est de plus en plus à la mode, et il est d'ailleurs excellent, j'ai traité du problème de l'esclavage. Un esclavage qui a duré jusqu'en 1953 quand même, hein. C'est pas si vieux. Et donc, par ailleurs, la relation du cacao avec les dieux, vous savez, Théobroma, c'est le nom scientifique du cacao, ça veut dire nourriture des dieux. Et pourquoi Linné a donné ce nom au cacao? Parce que il avait à cette époque-là, en 1753, lorsqu'il a baptisé, si on peut dire, l'arbre, il avait des informations sur le Mexique. Et au Mexique, le cacao est très directement lié aux dieux. À l'époque précolombienne, et même encore aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est quand j'étais au Mexique, j'essayais de voir derrière les apparences ce qui venait
de l'époque précolombienne. Et c'était passionnant. Et c'est tout ce que vous racontez dans ce livre. Pardon? C'est tout ce que vous racontez, en fait, à beaucoup de choses. Bien sûr. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Alors, il n'y a pas de plaquette de chocolat, déjà les choses sont claires. Je suis déçu. Non, alors parce c'est que Pâques. j'ai vu que vous étiez nombreux, alors j'avais... Il savait qu'il y avait les polytechs et les étudiants. J'aurais voulu. Alors ça, je vous parlais tout à l'heure des relations du cacao avec les dieux ou avec les esprits. Hein. Ça, c'est des fèves de cacao sauvages. Hein. Et ça, c'est un cyanare. C'est-à-dire, vous voyez, il a servi. Hein, que j'ai ramené d'une expédition que j'ai faite chez les Indiens Kuna du Panama. Chaque pays, vous rameniez un souvenir. Vous avez ramené quelque chose qui vous a marqué. Quand c'était intéressant. Quelque chose qui était... Il n'y a plus de place dans la maison chez Alfred. Hein. Ah, c'est un véritable musée. Mais ça depuis plus longtemps. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les Kuna? D'abord, ils servent du cacao, comme beaucoup d'Indiens, pour consommer le cacao. C'est pas très bon. Hein. Ils broient les fèves de cacao, ils les torréfient, ils les broient telles quelles, ils les mélangent à de la farine, et de l'eau, et ils consomment ça sans sucre. C'est assez dégueulasse. Par contre... Il met bien en valeur son bouquin. Je raconte. Vous avez raison. Mais rassurez-vous, le chocolat est des fois très agréable, comme vous le savez. Moi, je le trouve très, très agréable. Alors donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent ces fèves de cacao. Tout au long de la vie, ça a une signification, au dehors de le consommer, comme je l'ai dit. Et ils le brûlent, et en particulier, par exemple, lorsque l'enfant vient de naître, la maman va prendre l'enfant et on allume les fèves de cacao. On va porter l'enfant au-dessus du brasero, du cyanare. Et la fumée de cacao va évidemment incommoder l'enfant, il va pousser son premier cri. C'est la façon qu'ils ont de baptiser d'une certaine manière l'enfant. Et après, tout au long de la vie des Kuna, il y a les mêmes procédés. Par exemple, lorsqu'une jeune fille devient pubère, on fabrique une petite case en palme, on la couche sur un hamac pendant 4 jours, et elle porte des vêtements très, très particuliers qui sont typiques de ces Indiens, et on met couché sur le hamac, sous sa tête, un brasero avec, ça s'appelle un cyanare, hein, et on a à ce moment-là une personne qui est supposée être plus forte en sortant et on lui coupe les cheveux. Et à partir du moment où la femme est pubère, elle a les cheveux courts. Bon, on est bien là, hein. C'est quoi le pays le plus consommateur de chocolat? Je pense que par habitant, c'est les Suisses, je pense. Ouais. Et le producteur, le plus producteur... C'est vrai que c'est la meilleure fabrication du chocolat en Suisse? Pardon? C'est pas une légende, la meilleure fabrication du chocolat en Suisse? Non, les meilleures fabrications de chocolat, vous allez me trouver affreusement cocardier. La meilleure fabrication de chocolat, c'est la France. Et je peux le démontrer, parce que le dire, c'est une chose, mais il faut savoir que le chocolat tel que nous l'aimons, hein, ce qu'on appelle les bouchées de chocolat, c'est une invention française qui date du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, c'est essentiellement la cour, parce que le chocolat au départ était un produit de luxe et qui était réservé aux gens les plus aisés, et en particulier à l'aristocratie. Par exemple, Marie-Antoinette avait un médecin qui s'appelait Debove. Et Debove, pas un médecin, un apothicaire, et qui était en partie médecin, et il servait à la reine ces médicaments. Vous savez que c'était surtout des plantes qui n'étaient pas toujours agréables à avaler. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du chocolat et il enveloppait le chocolat, la médecine, de chocolat. Puis c'est comme ça qu'il a inventé des pastilles d'abord, qui sont ensuite devenues des bouchées au chocolat. Et pendant très longtemps, le chocolat à la française était la référence mondiale du chocolat, à tel point que quand les Anglais ont développé à Birmingham une usine de chocolat, Cadbury, que vous connaissez peut-être, ils l'ont appelé Bourneville, alors que c'est Bournebrook. Le nom anglais, ils l'ont transformé en nom francisé. Et leur maître chocolatier était français. Donc il y avait vraiment une tradition française. Donc on peut dire vraiment... Alors c'est vrai que les Suisses sont venus après, mais ça je peux en parler autrement. Juste après la pub, le cacao et les hommes, 280 pages, 38 €, livre grand public, un beau cadeau, je l'ai bien vendu. C'est pas mal? Oui, voilà. On marque une pause, Alfred, on se retrouve dans un instant, à tout de suite après la pub.